Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Et bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21, Multi-21, la chaîne qui vous parle de Formule 1 et bien d'autres. On se retrouve aujourd'hui pour faire le preview du dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Abu Dhabi, et je suis en compagnie d'Aurélien Attard. Aurélien, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Paul. Ça va très bien. Je suis assez content d'être avec toi, déjà parce que tu es un orateur fantastique et surtout parce que on est venu pour parler du dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors parlons peu, parlons bien. Le Grand Prix d'Abu Dhabi, est-ce que c'est pas un Grand Prix pour rien en fait? Oui, bah, je suis assez d'accord avec toi, étant donné que ces derniers temps, le championnat se joue bien avant de la fin de la saison. Bah voilà, les derniers Grands Prix, surtout le Grand Prix d'Abu Dhabi, bah, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Bon, là justement, dans cette vidéo, on va parler, il y aura des enjeux. Il y aura quand même certains enjeux, mais bon, le titre pilote est déjà joué, le titre constructeur est déjà joué. Donc oui, c'est clair que pendant 2 heures, on va un petit peu s'embêter. C'est effectivement, hein, c'est plutôt sur la Formula 2.0, comme on l'appelle sur Internet, cette Formule 1, ce championnat de Formule 1 qui commence à partir de la sixième place, où effectivement on a encore quelques enjeux. Alors pour rappeler à quel point le Grand Prix d'Abu Dhabi était délaissé, hein, on se souviendra qu'à une époque la FIA avait même avait doublé en fait les points marqués à Abu Dhabi pour essayer de relancer un peu la machine. Et pour rien en fait, hein, pour rien puisque ça avait été abandonné dès l'année suivante, hein. Exactement, exactement. Et pour la petite histoire, Williams avait fini deuxième et troisième de la course, marquant plus de 60 points en un seul Grand Prix, ouais, ce qui est du coup devenu un record qui ne sera jamais battu vu que la règle a été abandonnée. Tout à fait, tout à fait. Alors avant de parler classement, parlons un petit peu quand même du circuit. Tout le monde a déjà dit beaucoup de choses. C'est du Hermann Tilke, c'est du circuit pondu au milieu du désert. Alors tout n'est pas critiqué. On a quelques enchaînements qui sont assez sympas, notamment le premier secteur, hein, le 2-3-4 qui se prend à fond et qui est un enchaînement fort sympathique, où les 15, 16 et 17 ce double droite, triple droite même d'ailleurs, avant l'hôtel, où on a un joli freinage en appui qui donne parfois lieu à comment, quelques, quelques petites figures, on va dire. Mais sinon, globalement, c'est un circuit quand même qui est pas très très intéressant. Oui, 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 bah, comme tu l'as si bien dit, le premier secteur est vraiment très bon. Il y a même des changements d'élévation dans les virages 2, 3 et 4. Ça monte, puis ça descend un petit peu. Des virages qui se prennent presque à fond. Donc c'est à celui qui aura les plus grosses coronesses, justement, pour gagner le plus de temps dans cette zone. Et puis voilà, à la première chicane face aux tribunes. Alors je peux comprendre qu'il y ait un souci de sécurité étant donné que la tribune est assez proche de la piste et il y a aussi un souci de voir les voitures assez longtemps. Donc on ralentit, un petit peu comme au Mexique au final. C'est un petit peu le même problème qu'on avait soulevé lors de la preview du Grand Prix du Mexique. Et ouais, le deuxième secteur, mis à part ce triple droite qui a jeté à la poubelle, et ce troisième secteur composé essentiellement de virages à 90 degrés qui, ouais, complètement sans saveur, c'est plat, c'est du Tilke en effet, c'est du Tilke tout craché et c'est malheureux. Alors c'est fort dommage d'ailleurs, puisque tu parlais là notamment là, de la chicane 5-6, où en fait, si cette chicane n'existait pas, ça pourrait faire une belle zone de dépassement avant l'épingle. On peut prétendre pour des raisons de sécurité que bah, il faut freiner avant, mais en fait, quand on prend le 8-9 juste derrière, au bout de la grande ligne droite, là, et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait sous la tribune? Ils ont fait une espèce de tunnel. Comme ça, s'il y a une Formule 1 qui arrive, rupture de frein, comme on se souvient, enfin même rupture de roue, comme on se souvient de Buemi à l'époque en Malaisie, qui tire tout droit pendant 300 mètres derrière, et ben la voiture en fait passe sous la tribune, tout en sécurité et sans problème. Donc c'est dommage en fait d'avoir mis ça en place au 8-9 et de ne pas l'avoir fait devant, au bout de cette épingle 7 là, qui aurait pu être une belle zone de dépassement.
Et puis sinon, effectivement, cette double ligne droite, en fait, qui est un peu le même problème, je pense que tu seras d'accord avec moi, comparé à ce qu'ils ont fait en fait au Grand Prix de France, où la ligne droite du Mistral a été coupée en deux par une chicane pour que les Formule 1 n'aillent pas trop vite, ne soient pas à fond tout le temps, enfin voilà, pour diverses raisons. Là, c'est le même problème, on a mis un peu une espèce de chicane au milieu pour couper l'accélération, alors qu'en fait, ça aurait pu faire une ligne droite gigantesque et qui serait magnifique, et on arriverait au bout du virage 11 à 360, 370, un énorme freinage. Enfin voilà, ça pourrait être pour le coup beaucoup plus challengeant. Oui, oui, tout à fait. Encore que quand même pour la chicane des virages 8-9, on voit quand même assez de dépassements dans cette zone. En revanche, lors de la seconde ligne droite, bah, elle est trop courte et du coup les pilotes qui sont dépassés n'ont pas le temps d'essayer de rattraper leur position. Donc là pour le coup, quitte à garder la chicane, autant rallonger la seconde ligne droite pour rajouter un petit peu plus de piquant. Mhm. Voilà, donc tout n'est pas à jeter en conclusion, mais il y a quand même un paquet de morceaux où ils auraient pu mieux faire, quoi. Oui, tout à fait. Alors ensuite, parlons peu, parlons bien, une fois de plus, parlons du classement. On va commencer par le classement constructeur, si tu veux bien, où il reste là assez peu de challenge. On voit très mal le Williams marquer 27 points sur le dernier Grand Prix, comme ils ont pu le faire par le passé. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est pour la 5e place, avec Toro Rosso qui pourrait coiffer Renault au poteau, comme on dit. Oui, oui, tout à fait. Toro Rosso qui est dans une forme olympique au soir du Grand Prix du Brésil avec ce podium inespéré pour Pierre Gasly et justement ce qui n'est pas le cas de chez Renault qui voilà, depuis quelques courses peine à marquer des points. Hülkenberg, c'est bien normal, on en parlera brièvement tout à l'heure, a une baisse de morale étant donné qu'il ne sera plus un pilote Renault en 2020 et probablement plus un pilote de Formule 1 tout court. Donc Toro Rosso, voilà, 8 points d'écart avec Renault, 8 points d'écart avec la 5e place. Il y a moyen, le Grand Prix d'Abu Dhabi, bien qu'il soit assez morne, pour rester poli, réserve toutefois son lot de surprises. Donc on peut rêver d'une 5e place sur le poteau de Toro Rosso après cette course. Et donc, pour faire la transition, puisque Toro Rosso, comme on le dit, Pierre Gasly est concerné au classement des pilotes. Alors, on reviendra un peu sur les autres, mais déjà parlons de ce duel pour la 6e place entre Pierre Gasly et Carlos Sainz, et dans une moindre mesure Alex Albon. 6e place où Pierre Gasly et Carlos sont à 95 points, à une égalité pure et dure. Et là, ça va vraiment être... ça va être la course de leur vie sans doute, hein, parce que cette 6e place, elle serait belle pour les deux. Oui, oui, et surtout que les deux hommes sont dans une belle forme. Sainz qui ne cesse de surprendre au volant de la McLaren, bah, tout comme Gasly au volant de la Toro Rosso. D'ailleurs, la Toro Rosso qui est une monoplace nettement inférieure à la McLaren. Alors certes, Gasly a effectué une bonne partie de la saison au volant de la Red Bull, ce qui explique sa position aujourd'hui, à savoir la 6e du classement. Donc si il faut miser sur un cheval, ce serait plutôt sur Alex Albon, qui est dans la Red Bull, qui a un petit peu le mort aux dents après cette occasion manquée au Brésil où il se fait sortir par Hamilton dans l'avant-dernier tour. Donc je vois plutôt Albon terminer 6e. Et entre Gasly et Sainz pour la 7e place, là ça serait vraiment tendu, mais étant donné que Sainz est dans une McLaren, Sainz a logiquement l'avantage sur le français. Alors, si jamais Albon venait à faire un podium, il faudrait quand même, voilà, en supposant qu'il finisse 3e, il aurait 99 points. Il faudrait que Gasly et Sainz ne scorent pas beaucoup de points, hein, Exactement, oui. parce qu'ils sont quand même pas loin, quoi. Ils ont pris une certaine avance. Oui. Alors sinon, dans les autres positions qui nous intéressent, hein, c'est la bataille pour la 3e place entre les deux jeunes futurs prodiges, Max Verstappen et Charles Leclerc. Max ayant pris un peu d'avance avec sa victoire au Brésil, d'autant plus que Leclerc n'a scoré aucun point. Mais il n'y a que 11 points d'écart, et 11 points, et ben, ça se fait vite. Hein. Entre une première place avec un meilleur tour en course et une 3e place, on a les 11 points. Oui, oui, et surtout que la Ferrari est capable de jouer la victoire.
Ils ont l'avantage côté moteur. Leclerc a un moteur neuf, parce qu'il il a changé d'unité de puissance au Brésil, si je me trompe pas. C'est ça. Exactement, oui. Et voilà, Verstappen, bah, voilà, de son côté, il peut, bah, tout comme Albon, hein, il peut aussi être victime de la fiabilité du moteur Honda. Bon, ils se sont quand même pas mal améliorés cette saison, mais il souffre encore de problèmes de fiabilité. Donc cette lutte risque d'être très intéressante. Et d'après toi, qui finira troisième au soir d'Abu Dhabi? C'est compliqué parce que je vois bien les Ferrari performer. En tout cas, les Ferrari dans le sens les voitures être performantes. Néanmoins, l'ambiance chez Ferrari ne doit pas être top géniale. J'imagine une certaine pression de réussir sans faire de vagues qui a l'effet tout contraire. Mais d'un autre côté, comme tu l'as dit, Max Verstappen et le Honda, ils ont fait énormément de progrès. Mais j'ai quelques doutes quand même sur... en fait, la recherche de la performance a entraîné une certaine baisse de la fiabilité. Je crois qu'ils en sont... c'est Kvyat qui en est au 7e moteur ICE, là. Ou ICE, je sais jamais quand on prononce, je suis désolé pour nos interlocuteurs. Et voilà, 7e unité thermique. Voilà, ça montre que le moteur Honda, c'est quand même pas non plus ça encore cette année, même s'ils ont été trouvés de la perf, on l'a vu avec cette course de dragster, la remontée au Brésil entre Gasly et Hamilton. Et néanmoins, voilà, le moteur Honda, c'est à prendre avec des pincettes, quoi. Donc, je ne saurais te dire en fait des deux. Verstappen a l'avantage d'avoir les 11 points d'avance, mais sinon, pour moi, c'est plus ou moins à l'égalité. Oui, oui, tu fais bien de le dire, surtout pour Ferrari. Oui, évidemment, l'objectif pour ce Grand Prix d'Abu Dhabi, ce sera de ne pas faire de vagues, contrairement au Brésil. Je pense sincèrement qu'il y aura un pilote numéro un et un pilote numéro 2 avant même le coup d'envoi des premiers essais libres et que ni Vettel ni Leclerc n'iront se voler dans les plumes pour se disputer la victoire pendant la course. Voilà. Et donc le troisième point qui nous intéresse, c'est un peu plus loin dans le classement, c'est cette bataille pour la 10e place entre, et je pense que ce sera là qu'il faudra suivre, ce sera là que ce sera sans doute le plus intéressant, car c'est souvent là où les performances sont très très proches. Donc c'est la bataille entre Sergio Pérez qui est 10e avec 46 points, Lando Norris 11e avec 45 points et Kimi Raikkonen qui est 12e avec 43 points. 3 points d'écart pour 3 personnes. Un seul qui gagnera cette 10e place. À ton avis, sur qui tu mettrais une petite pièce? Bah, je pense que l'avantage revient à Norris qui bah, a la meilleure voiture des deux autres, enfin des trois en tout, qui connaît le circuit il y a roulé en Formule 2 par le passé. Et tout ça, voilà, tout simplement pour ces deux raisons. Après, Pérez, on n'est pas à l'abri quand même d'une belle performance de Pérez. Les Racing Point et Force India avant qui sont naturellement très performantes sur les circuits avec de longues lignes droites. Ça tombe bien, le circuit d'Abu Dhabi en compte 2. Et concernant Raikkonen, voilà, Alfa Romeo est un petit peu dans une pente descendante en cette deuxième partie de saison, malgré la 4e place qu'il a arrachée au Brésil. C'était plutôt dû à la chance. Donc Raikkonen n'a pas les armes pour finir dans le top 10. Même s'il n'y a que 3 points qui le séparent de Pérez, je le vois pas finir dans le top 10. Donc non, ça va clairement se jouer entre Pérez et Norris. Peut-être Pérez à l'expérience va pouvoir s'offrir une place dans le top 10 quand même. Surtout que Pérez si on prend les 5 dernières courses, il a scoré sur les 5 dernières courses, ce qui n'est pas le cas de Norris et encore moins de Raikkonen, qui, à part cette 4e place inespérée au Brésil, restait sur un score nul et vierge. Effectivement, moi je mettrais plutôt une pièce sur Pérez, même si effectivement Norris a sans doute la meilleure voiture des trois. Je mettrais pour le coup une petite pièce moi sur Pérez. Oui, on est d'accord. Alors, il est venu le temps de faire nos petits pronostics habituels avant de lever notre casquette à nos champions qui vont sans doute nous quitter. Parlons du podium déjà pour toi alors. Qui vois-tu dans ce top 3?
Bah, étant donné que voilà, Ferrari aura à cœur de sauver l'honneur et de laver l'affront, je mise sur une victoire Ferrari. Reste à savoir si ce sera Leclerc ou Vettel. J'aurais quand même tendance à dire... c'est assez compliqué parce que Vettel, il aime bien quand même ce circuit d'Abu Dhabi. Il s'y est imposé plusieurs fois dans le passé. Mais je dirais Leclerc. Je dirais Leclerc. Victoire de Leclerc devant Vettel. Allez, pourquoi pas un petit doublé Ferrari, ça fait longtemps. Et je mettrai Hamilton troisième, ouais. Hamilton troisième, qui est toujours dans les bons coups. D'accord. Moi, je vais mettre les trois mêmes larrons, pas dans le même ordre, puisque moi, je mettrais alors quand même Leclerc tout en haut, devant Hamilton et donc devant Vettel. Oui, bon, au moins on est d'accord sur le top 3. Voilà. Voilà. Alors ensuite, les pronostics équipes, on va passer rapidement dessus, mais du coup, donc on verrait tous les deux Hamilton et Leclerc devant. Oui, Chez ah, pas encore. Red Bull Honda, je suppose que comme moi, tu seras d'accord pour mettre Verstappen devant. Oui, tout à fait. Cela va de soi même, j'oserais rajouter. Chez McLaren, là encore, j'imagine Carlos Sainz dans ton cas aussi. Oh, exactement. Je pense que ça va aller vite en fait, hein. Chez Toro Rosso, on va mettre Pierre Gasly. Ou Tu ah, vais. je mettrai non, je vais pas non, quand même. Restons sérieux, je mets Gasly en effet, mais on sait jamais. Chez Renault, ce sera, je pense, bien évidemment Oui, Ricardo. là pour le coup, oui. De même, chez Racing Point, je vais mettre moi Sergio Pérez, hein, Ah sans bah, hésiter. je te suis, je te suis. Chez Alfa Romeo, Raikkonen. Bah écoute, je vais mettre Giovinazzi. Je D'accord, le ce sens sera bien. peut-être Je un. le sens bien. C'est sur les dernières équipes, je pense que va se faire La différence, oui. la différence. Chez As, personnellement, j'irais bien mettre Romain Grosjean. Je vois bien Romain Grosjean scorer, peut-être pas forcément scorer des points, mais scorer un meilleur résultat. Ah, mais Grosjean, il a vraiment une sale guine cette saison. Ah, je sais pas comment il se débrouille pour être autant malchanceux. Du coup, je vais mettre Magnussen. D'accord. Et puis à la fin, pour le coup, je vais mettre Russell, hein, Oui, bah Russell pareil. devant Kubica. Je te suis, oui. Voilà, voilà. Et donc, pour conclure cette vidéo d'un Grand Prix qui sera sans doute pas très intéressant, si ce n'est pour voir qui va scorer le plus, mais comme on le voit, je pense que la hiérarchie est globalement assez fixée. On va peut-être lever notre chapeau à deux grands champions, ou plutôt deux grands non-champions, qui vont sans doute nous quitter, dont ce sera le dernier Grand Prix, hein. Nico Hülkenberg, sur lequel on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec l'ami Clément Châtelier. Je vous recommande d'aller l'écouter. On a reçu l'aval de quelques pontes de la Formule 1 qui sont assez d'accord avec nous en off. Et puis à Robert Kubica, hein, qui va peut-être rester dans le cirque de la F1, mais qui sera plutôt un poste de pilote essayeur chez As, a priori, d'après les rumeurs. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, Kubica, c'était un pari, hein, son comeback en Formule 1, pour voir s'il était en mesure de se frotter au jeune loup malgré son handicap. Bon, les performances assez douteuses de la Williams n'ont pas vraiment permis de se donner un avis, mais bon, il n'y a qu'à voir le comparatif avec son équipier, hein, qui est son premier adversaire en Formule 1. Et là, voilà, le constat est sans appel, hein. Kubica s'est pris une belle rouste. Je pense qu'il vaut mieux pour lui qu'il descende d'un cran, justement, comme il risque de le faire, et de finir en tant que pilote de développement, pilote de simulateur. Je ne sais pas quel est le terme exact. En revanche, que de regrets pour Hülkenberg. Ça, c'est vraiment terrible, terrible. Presque 10 ans passés en Formule 1, pas un seul podium. Et ouais, c'est assez inexplicable. Ça restera un des grands mystères de la Formule 1. Et j'espère pour lui, vraiment, pour sa santé mentale, qu'il parviendra à s'épanouir et à marquer plein de podiums dans d'autres disciplines. On est bien d'accord. Et sur ce, voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, comme toujours. On est toujours preneur. Et puis, on vous dit à très bientôt, puisqu'on va se retrouver pour une dernière vidéo
pour débriefer de ce Grand Prix. Et puis ensuite, ne vous inquiétez pas, pendant l'hiver, nous ne partons pas loin, nous vous préparons tout un tas de contenus, notamment déjà, ne serait-ce qu'un débrief de la saison. On vous prépare un power ranking des pilotes de la décennie. Plein de discussions, plein de débats, plein de bonnes choses, plein d'évolutions. On va essayer aussi de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux pour vous proposer d'autres contenus. Voilà, on a plein de choses dans les cartons. On va essayer d'en faire le maximum pendant l'hiver pour pouvoir redémarrer la saison de 2020 sur le bon pied. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et mon cher Aurélien, je te souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut à tous.